Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des addictions et dans le contexte du vidéo, nous sommes des étudiantes en stage en ergothérapie. Nous recevons un patient qui souffre d'une addiction quelconque. La demande est d'évaluer son fonctionnement. Que nous enseignent les neurosciences? Voici comment nous allons répondre à cette question. Comme nous l'avons vu dans le cadre du cours de Neurosciences 2, les addictions sont l'incapacité de s'empêcher de consommer une substance même si on connaît les conséquences négatives reliées à notre consommation. L'individu ayant une addiction, soit notre client, est vulnérable aux signaux de plaisir qui sont transmis dans le cerveau. On remarque chez notre client addictif des comportements compulsifs, incontrôlés et irraisonnés. Il n'arrive plus à maîtriser sa consommation et souffre s'il fait autre chose, mais lorsqu'il consomme, il ressent du plaisir et du soulagement. L'addiction peut être liée à une substance. Parmi les substances les plus addictives, selon le DSM-5 et la CIM-10, on retrouve entre autres l'alcool, la caféine, le cannabis, les hallucinogènes et plusieurs autres. Les addictions sont également comportementales, donc non reliées à des substances. On retrouve entre autres les addictions aux jeux d'argent. Attention, il est important de faire la distinction entre l'addiction et la dépendance. La dépendance est plutôt une consommation excessive et fréquente d'une substance afin de retrouver un état normal. Une addiction survient selon trois composantes. La première est l'individu par rapport à son sexe, son âge, sa personnalité, son humeur et sa maturité cérébrale. La deuxième est le produit, car certaines substances ont un potentiel addictif plus grand que d'autres. Enfin, il y a l'environnement qui vient influencer l'apparition d'addictions. Par exemple, un environnement familial ou social qui s'adonne à la consommation d'alcool constitue des facteurs de risque. Ici, on voit plusieurs statistiques selon l'enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire en 2019. On peut voir que la proportion des jeunes de 12 à 17 ans ayant déjà consommé est très élevée. Comme il vient d'être mentionné, l'exposition à des substances à un jeune âge rend l'individu plus vulnérable à développer une addiction plus tard dans sa vie. Donc, il est important de parler de ce sujet car c'est un enjeu très présent dans notre société. Pour la prochaine partie, je vais vous expliquer cette pathologie selon les neurosciences. Dans la boucle émotionnelle, il y a une boucle de l'information qui circule à travers différentes structures et qui crée un circuit de la récompense. Ce système de récompense est indispensable à la survie car il fournit la motivation nécessaire à la réalisation d'actions ou de comportements adaptés. Ce circuit part du cortex préfrontal et se rend au noyau accumbens, puis dans la tegmentale ventrale et revient au cortex via les noyaux thalamiques. La connexion nerveuse entre la tegmentale ventrale et le noyau accumbens joue un rôle fondamental dans les addictions. Pour aller du noyau accumbens à la tegmentale ventrale, il y a deux voies possibles. La première passe par des neurones portant des récepteurs à la dopamine de type D1 qui favorisent la réalisation des actions. Pour la seconde voie, celle-ci freine les actions et porte les récepteurs de type D2 à la dopamine. Certaines substances telles que le cannabis, l'alcool et la nicotine provoquent une forte libération de dopamine dans la première voie. À long terme, la consommation de ces produits peuvent amener une perturbation, dysfonctionnement du système de récompense qui crée l'addiction. En effet, la prise de la substance de manière répétitive peut amener le circuit D1 à devenir hyperactif, ce qui va provoquer une consommation compulsive. Plus une personne consomme, moins elle retire de la récompense et du plaisir. C'est ce qu'on appelle l'accoutumance. Alors, la consommation devient compulsive pour retrouver le plaisir ressenti auparavant. La personne a du mal à s'arrêter. Elle est prise dans la spirale de l'addiction. La même spirale de l'addiction peut également se produire pour des addictions comportementales telles que l'addiction au jeu et non seulement pour des addictions aux substances. Le mécanisme d'addiction peut renfermer plusieurs autres mécanismes qui n'arrivent pas chez tout le monde, mais qui peuvent tout de même renforcer l'addiction. Tel que vu précédemment, la recherche de plaisir se fait par la libération du neurotransmetteur dopamine par la tegmentale ventrale dans le noyau accumbens. La recherche du soulagement et du bien-être pour sa part se fait par la libération de sérotonine et l'activation des récepteurs à endorphines. Lorsqu'une stimulation est répétée, il y aura une diminution de la production endogène d'endorphines qui amène une augmentation de la tolérance. Puis, à long terme, il peut également y avoir une modification de la plasticité synaptique, ce qui peut amener des distorsions de souvenirs pour les rendre encore plus plaisants. Nous sommes maintenant rendus aux critères diagnostiques de l'addiction. Tout d'abord, il y a seulement les addictions aux substances et l'addiction aux jeux qui font partie du DSM-5.
En effet, pour les addictions aux substances, le DSM-5 présente 11 critères qui peuvent être regroupés en 4 sous-groupes, soit la perte de contrôle sur la substance, les impacts sur le fonctionnement social, l'usage risqué et les critères pharmacologiques. Puis, la sévérité de l'addiction est déterminée en fonction du nombre de critères présents chez notre cliente. Notre cliente pourrait avoir une addiction légère si on parle de 2 à 3 critères présents. Elle pourrait avoir une addiction modérée si on parle de 4 à 5 critères présents. Puis elle pourrait avoir une addiction sévère si on parle de plus de 6 critères présents. Voici les 11 critères présents dans le DSM-5 utilisés pour le diagnostic des addictions aux substances. 1. Perte de contrôle sur la quantité et le temps dédié à la prise de substances. 2. Désir persistant ou effort infructueux pour diminuer les doses. 3. Beaucoup de temps consacré à la recherche de substances. 4. Besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance. 5. Usage récurrent résultant à des échecs dans de nombreux rôles, soit à l'école, au travail ou à la maison. 6. Continue l'usage malgré les conséquences sur sa vie sociale et interpersonnelle. 7. Des occupations sont abandonnées dues à la consommation de la substance. 8. Usage même lorsqu'il y a un risque physique. 9. Poursuite de la consommation malgré la connaissance des dégâts physiques ou psychologiques. 10. Augmentation de la tolérance aux produits addictifs. Et 11. Présence d'un syndrome de sevrage, c'est-à-dire de l'ensemble des symptômes provoqués par l'arrêt brutal de la consommation. Maintenant, concernant l'addiction au jeu, comme je l'ai dit précédemment, elle est la seule addiction non reliée aux substances décrites dans le DSM-5. Ce diagnostic réfère à 9 critères. Les voici. Pour avoir le diagnostic, l'individu doit avoir présenté au minimum 4 des 9 critères diagnostiques dans les 12 derniers mois. Finalement, pour ce qui est des autres addictions qui sont très diverses, celles-ci ne se retrouvent pas dans le DSM-5 étant donné que pour l'instant, les recherches sont moins claires. Cependant, il existe tout de même d'autres critères pour établir ces diagnostics. Par exemple, pour l'addiction à la nourriture, des critères ont été créés. Ces critères sont dérivés des critères de l'addiction aux substances. Puis, il y a des questionnaires spécifiques pouvant aider à ce diagnostic. Pour l'addiction à Internet, on se base sur le Chinese Internet Addiction Rating Scale. Puis, comme dernier exemple, pour l'addiction au téléphone cellulaire, ils ont créé des échelles basées sur les critères de l'addiction aux substances et de l'addiction à Internet, en plus de questionnaires. Faisant suite aux critères diagnostiques, les manifestations cliniques observables chez notre cliente font sens à ces derniers. On décrit les addictions comme une pathologie du choix. Ces individus présentent une capacité de prise de décision altérée qui s'explique par une perte de contrôle. Pourtant, ces individus sont bien conscients des conséquences de leur comportement. Nous allons maintenant aborder les interventions et ce qui nous intéresse particulièrement, le rôle que peut avoir un ergothérapeute. Le processus de rémission des addictions s'échelonne sur des mois et même des années. L'utilisation d'un modèle biopsychosocial permet d'agir sur différentes sphères et s'avère très efficace. D'abord, d'une perspective pharmacologique, il existe divers médicaments qui peuvent activer ou bloquer les récepteurs aux opiacés, par exemple, afin de diminuer ce qu'on appelle le craving, donc cette envie urgente de consommer, et éviter aussi de ressentir l'euphorie si l'individu consomme. Cela permet donc de prévenir la rechute. Ensuite, d'une perspective psychologique, il existe différentes psychothérapies, mais la plus populaire est la thérapie cognitivo-comportementale. Celle-ci aborde les pensées du client et accorde une grande importance au rôle de l'apprentissage dans l'addiction. Finalement, d'une perspective sociale, les proches jouent un rôle critique dans la poursuite des traitements et influencent grandement si l'individu restera sur le chemin de la rémission. Voyons plus spécifiquement comment l'ergothérapeute peut agir, car plusieurs professionnels de la santé pourraient le faire dans le cas d'une addiction. Le fait que l'ergothérapeute agisse directement dans le milieu de vie du client et non dans un bureau s'avérerait plus efficace. Donc d'abord, l'ergothérapeute doit faire de l'enseignement au client et à sa famille afin d'expliquer qu'est-ce que l'addiction, c'est-à-dire une maladie chronique qui comprend des phases d'abstinence et d'autres de rechute et que ces dernières sont principalement dues à des mécanismes neurologiques et non à un faible contrôle volitionel. Ensuite, l'ergothérapeute peut agir sur les distorsions cognitives afin d'aider les clients à comparer les bénéfices de la consommation à tous les préjudices causés par celle-ci sur leur santé, leur famille, leurs finances et leurs objectifs personnels. L'ergothérapeute joue également un rôle dans la prévention des rechutes en aidant le client à identifier les situations à risque ainsi que les stratégies pour les éviter. En effet, ces situations peuvent être critiques dans la rémission. Par exemple, un individu qui retourne dans son groupe d'amis qui consomme présente des risques plus élevés de rechute. Aussi, le temps est un facteur important dans la consommation. Beaucoup de temps était auparavant accordé à se procurer et consommer la substance, donc l'individu se retrouve maintenant devant un grand vide à combler. L'ergothérapeute peut aider à construire des nouveaux rôles, des nouvelles habitudes et routines afin de bien gérer ce temps.
On sait aussi que la consommation de drogue peut engendrer une élévation du taux de dopamine. Donc, lorsque l'individu cesse de consommer, il peut tomber dans un état plus dépressif et vivre beaucoup d'anxiété. De plus, la gestion des stresseurs environnementaux et des émotions qui venaient auparavant à la consommation peut s'avérer difficile. L'ergothérapeute peut donc enseigner des techniques de méditation, de relaxation musculaire, de visualisation, etc. Certains médecins prescriront aussi des médicaments antidépresseurs, mais on peut se questionner sur les enjeux que cela amène étant donné la fragilité à la dépendance. Finalement, la consommation mène souvent à un isolement social, donc l'ergothérapeute peut aider le client à développer ses habiletés sociales par les thérapies de groupe, par exemple. Maintenant, nous sommes plus outillés en tant qu'ergothérapeute pour mieux accompagner notre client qui souffre d'addiction. Voici quelques faits à retenir. Une addiction est l'incapacité d'arrêter de consommer une substance malgré la connaissance des effets négatifs, à différencier de la dépendance. Les neurosciences stipulent que c'est le dysfonctionnement du système de récompense, parfois combiné à d'autres mécanismes, qui crée les addictions. Ensuite, les critères diagnostiques pour parler d'une dépendance mettent de l'avant une perte de contrôle de la part de l'individu face au temps et à la quantité, ce qui entraîne des impacts fonctionnels importants. Un traitement qui touche plusieurs sphères, soit une approche biopsychosociale, peut s'avérer très efficace, mais l'individu sera toujours à risque de rechuter. Finalement, selon un article de Jean-Pierre Coutron, les addictions ne seraient pas causées uniquement par les substances, mais également par la société qui nous habitue rapidement à avoir des réponses instantanées et intenses que l'on peut chercher dans les drogues. Ainsi, cela nous amène à nous questionner sur les traitements face aux addictions. Peut-être faudrait-il se repositionner selon cette perspective? On vous laisse sur cette réflexion. C'est ce qui termine notre capsule. Merci de votre écoute.